Bonsoir Paris, yeah. J'ai envie de mettre ça au début de tous les épisodes. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Le pire jingle du monde est de retour comme tous les 15 jours. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où on parle de la masculinité. Et avec Fab, une semaine sur deux, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, vous l'avez probablement deviné, nous sommes avec Bilal Hassani. Salut. Salut. Bienvenue, je suis si contente que tu sois là. Ah là 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 Ah, là. moi aussi, je suis trop content là. J'ai reçu 2 messages random qui me disaient « Ce serait grave cool d'avoir Bilal Hassani » et j'étais là. Vous ne savez pas. Il C'est arrive. prévu, il est là. Est-ce c'est que trop tu cool. peux te présenter rapidement pour les auditeurs et auditrices qui peut-être n'auraient pas encore vu la lumière, Par malheur. connu ta personne? Quel drame. Bah, je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 19 ans et je suis chanteur et influenceur. J'ai dit ça en mettant des guillemets à côté de ma tête, mais vous ne le voyez pas. Je fais des vidéos sur YouTube et des photos sur Instagram et tout quoi. C'est ton métier. Ouais, c'est ça. Non, pour les gens qui savent pas, ce que c'est quoi ça consiste en quoi le métier d'influenceur? En gros, on crée du contenu sur un peu tous les réseaux, que ça soit YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et on appelle ça un métier à partir du moment où on commence à un peu gagner sa vie grâce à ça, quoi. Et aujourd'hui, t'as de la YouTube money. C'est ça? J'ai de la YouTube money. Yes, nous Aïe, aussi aïe, un aïe. peu. Bof. La chaîne du Boys Club peut rapporter $20 d'après les estimations Oh. de YouTube. Donc, C'est énorme. c'est énorme. dingue. Alors Bilal, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un homme? Honnêtement, je pense que être un homme, c'est un avantage avant tout. C'est je pourrais dire un privilège. Ouais. Et voilà. Bon, après, moi, comme on m'a dit ce que devait représenter un homme, et c'est parce que je pense qu'est un homme. Mais on m'a toujours dit qu'un homme devait être viril, qu'un homme devait avoir une force par rapport à la femme. Et voilà, moi, j'applique pas trop ces codes. Pour moi, un homme, c'est... Je sais pas, c'est... Moi, je pense que c'est un privilège, un avantage, parce qu'on a un avantage dans la société, c'est tout. C'est le seul truc qui ressort quand je pense à ça, quoi. Et quand tu dis on t'a appris ce que doit être un homme, qui c'est qui t'a appris? Est-ce que tes parents, ils ont inculqué un peu ces valeurs de virilité? Non, pas vraiment. En fait, quand je dis on m'a appris, c'est la société, c'est le système un peu. C'est l'école, les profs, même les gens dans la rue et tout. C'est toute une ambiance, en fait, la télé, tout ce que j'ai toujours vu pendant mon enfance, c'était que y avait une différence entre l'homme et la femme, et que l'homme était comme supérieur et fort et aussi très solide et pas fragile du tout. Et donc ça m'a toujours c'était toujours un peu chelou pour moi, parce que moi je suis très sensible, et voir que je devais pas avoir cette part de sensibilité, ça m'avait perturbé à l'époque quand j'étais plus petit. T'étais quel genre de petit garçon? Moi j'étais un petit garçon très enjoué par la vie. J'ai toujours été très joyeux. Ça n'a pas trop changé. Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours très très content. Moi, c'est un petit peu mon mode de vie. Maintenant, malgré les apparences, parce que si les gens me regardent sur YouTube et voient un petit peu le personnage, et ils doivent se dire « Waouh, ça doit être trop cool de traîner avec lui, il doit être super drôle et il doit crier tout le temps et tout. » Mais en fait, pas du tout. J'ai toujours été un peu timide et un peu introverti, parce que justement, j'ai toujours senti que quand j'étais plus jeune, que j'étais un peu différent. Et donc, j'osais pas trop mettre en avant cette différence, parce que j'avais peur qu'on me juge, et j'aime pas quand les gens ils m'aiment pas. Donc, je parlais pas trop quand j'étais petit. Et quand est-ce que ça a changé du coup? Ça a changé tôt, en vrai, quand j'avais à peu près 12 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est très tôt. Très, très tôt. Donc, en fait, je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui a été le déclic, mais je sais que c'était vers le début du collège, et qu'à un moment, je me suis dit, oh, je m'en fous. Et puis, je suis parti en cacahuète.
Ceci dit, c'est très tôt, mais comme t'as que 19 ans, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Oui, et puis il vaut mieux décider de vivre en accord avec qui on est à 11 ans plutôt qu'à 58, tu vois. Ça fait plus de temps de vie derrière qui est cool. C'est ça. Il t'est venu 12 déclics? En fait, je pense que c'était un mélange de plein de choses. Donc, je suis un homme gay, et donc j'ai été très influencé par les divas pop. Et moi, je pense, je regardais beaucoup les chaînes de musique, un peu genre Energy Hits et tout. Et il y avait les clips de Lady Gaga qui passaient en rotation quand j'avais vers cet âge-là, quoi. Et je suis devenu très, très fan. Et en fait, j'étais tellement fan de elle, de Beyoncé, de Britney Spears et tout, que vu que je dansais et je chantais souvent, c'était mon hobby, j'ai commencé à faire ça dans la cour de récré, en fait. J'apprenais les chorés des clips par cœur et je les faisais après. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu débloqué mon truc, parce que les gens, en vrai, il y avait des gens qui faisaient chier, mais il y avait aussi plein de gens qui kiffaient bien, genre qui venaient me voir et tout, oh vas-y, fais la choré et tout. Et ça m'a un peu... choisis ton renforcé. titre. Voilà, j'étais là, ok, j'ai ma place. Je suis le danseur de clip qui est pas dans les clips mais dans la cour de récré. Et ça, oui, je pense que c'est à peu près ça le truc vraiment principal qui a fait que il y a eu un petit shift dans ma personnalité. Et quand tu dis qu'il y avait des gens qui faisaient chier, c'était plutôt des garçons, plutôt des filles? Étonnamment, les deux. Donc il y avait des garçons. Les garçons étaient souvent plus vulgaires, plus avenants dans leur violence. Genre, ils pouvaient venir me voir et me dire ouais, t'es pédé. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, j'étais là, mais c'est comment ça et tout. Genre. Et puis, il y avait les filles qui étaient là en mode je trouve que t'es un peu gay. Et j'étais là, hein? Déjà, moi, je savais même pas. Je savais ce que ça voulait dire, mais je savais même pas si j'étais attirée par quoi que ce soit. Encore à ce moment-là, j'étais pas. Je comprenais pas pourquoi on me sexualisait autant. Et donc les filles le faisaient autant que les garçons. Juste les garçons, ils étaient un peu plus costauds dans leur démarche. Voilà. Et comment t'as compris du coup qu'est-ce que ça voulait dire être gay et que t'étais gay toi-même? En fait, c'est très bizarre. Moi, c'est ma mère qui m'a raconté ça parce que je m'en souviens plus. Mais quand j'étais très petit, genre j'avais 6-7 ans, je crois, j'étais en primaire. Et il y avait un garçon qui était trop beau, genre dans la cour de récré, il s'appelait Kevin. Donc, shout out to Kevin. On l'embrasse. Mon premier crush. Kevin. Et il jouait au foot et je le trouvais trop mignon. Et j'avais dit à ma mère que je le trouvais trop mignon. Et elle m'avait un peu dit genre non, ça se passe pas comme ça et tout. Parce que, bon, elle a fait ça pour me protéger. En fait, c'était un peu genre oula, j'ai pas envie qu'il se retrouve dans des situations galères, quoi, dans des galères. Donc je vais lui... Et elle m'a un peu genre accompagné dans le recroqueviment un peu de ma sexualité. Mais en fait, c'était juste un crush, comme une fille peut tomber amoureuse d'un garçon. Moi, j'étais tombé amoureux d'un garçon naturellement. Et après, on m'avait dit que ça, c'était pas naturel et que c'était pas normal. Et donc après, j'avais enfoui le truc complètement genre au fond de moi. Et c'est ressorti avec toutes ces insultes, en fait. Donc, il y avait plein de gens qui me disaient que j'étais gay et tout quand j'étais en 6e. Et moi, au début, je disais non, mais laissez-moi tranquille, non. Et puis des fois, je disais non, et des fois, je disais mais j'en sais rien, je sais pas encore, laissez-moi le temps de savoir. Et j'ai découvert Justin Bieber. J'étais pas prête pour cette phrase. T'es très fort en storytelling. Et là, j'ai su. Non, mais en plus, c'est vrai. C'est ça le truc, c'est que c'est vrai. J'étais meilleure pote avec un mec au collège. On le faisait chier aussi, il s'appelait Mehdi et c'était mon meilleur ami. Et nous deux, on était là en mode laissez-nous tranquille, on n'est pas gay, on sait pas, on verra, mais laissez-nous tranquille. Genre, on était vraiment genre en mode on faisait des manifs, mais à deux, genre dans la cour de récré. Mais c'était bien parce que j'étais pas tout seul. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi et qui n'ont pas pu come out aussitôt parce qu'ils étaient tout seuls dans leur galère. Et il y avait tout le monde qui était contre eux. Et là, on était deux, donc on était vraiment une force, quoi. Et on se disait. On parlait jamais de si on aimait les garçons ou pas. Et en fait, j'étais dans un internat. Et je me rappellerai de ça toute ma vie. J'étais dans le lit du haut et lui, il était dans le lit du bas. Et un soir, je lui ai dit ouais, Justin Bieber, tu trouves pas il est beau? Après, il m'a dit ouais, j'avoue. Après, je suis descendue et on s'est fait un câlin. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on savait qu'on aimait les mecs. Et voilà, c'était un peu ça. C'est trop mignon.
Merci, si tu nous Justin. écoutes. C'est pour toi celle-là. C'est pour toi. Donc c'est le Justin de l'époque. Hein. C'est Ouais, avec, C'est le Justin avec la mèche ouais, et avec tout. la mèche. Ah ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai su. Et est-ce que tu l'as tout de suite exprimé à l'extérieur? Non. Non. C'était notre petit secret avec ce pote à moi. Et après, moi, j'ai changé d'établissement. Et lui aussi. Donc, on s'est plus jamais revus. Et j'espère que tu vas bien si tu écoutes ce podcast. Mais donc, on s'est plus vus. Et donc, après, j'ai changé de collège. Et dans le nouveau collège, c'était un peu genre retour à moi tout seul qui parle pas trop. Et je vais surtout pas parler de ça. Et je suis même sorti avec une fille pour prouver aux gens que non. Et puis pour me prouver à moi-même que c'était pas que j'étais pas homo et tout. Parce que malgré tout, quand on l'a su, nous deux, c'était une évidence et il y avait pas c'était pas bizarre, c'était pas contre nature ou quoi que ce soit. Mais après, moi, je me suis documenté un petit peu, j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur des trucs qui disaient qu'en fait, c'était complètement contre nature, que ça devait pas arriver, que ça pouvait se soigner et tout. Et donc, moi, t'es j'étais pas tombé sur les bons sites. Je suis pas tombé sur les bons sites. non. Vatican.org. Vatican.org. En fait, il y avait c'est un peu comme ce que je dis sur les commentaires dans mes vidéos YouTube. Des fois, il peut y avoir 99 bons commentaires et un mauvais. Et je vais me concentrer que sur le mauvais. Et là, c'était pareil. En fait, je faisais des recherches et il y avait plein de trucs qui étaient... Enfin, je veux dire, on était à l'année du mariage pour tous. C'était l'année où c'est passé en France. Et donc, en gros, il y avait une grosse... campagne pour les LGBT et tout qui était mise en place un peu à cette période-là et donc en gros c'était un peu plus accepté mais malgré tout j'ai trouvé quelques trucs qui disaient que non ça va pas du tout et je me suis dit non je peux pas et Christine Boutin a raison. Merci la Manif pour tous d'avoir été là pour contrer niquer mon cette mood. campagne d'acceptation et niquer Voilà. ton groove. c'est ça elle a cassé le mood et donc je suis sorti avec une fille pendant genre 2 semaines et après elle m'a dit T'as un coup de... j'ai un coup de fil, je suis désolé, je vais me mettre en mode agent. Oh, les Je suis millennials. très occupé. Les influenceurs, Les écoute, ils sont influenceurs. demandés. Trop demandé, c'était ma mère d'ailleurs. Qu'on embrasse aussi. Qu'on embrasse, je te fais des gros bisous. Mais donc ouais, cette fille encore m'a aidé. On est sortis ensemble 2 semaines. Un jour, elle m'a dit Bilal, tu es gay. Et c'est pas grave. Donc je vais te laisser tranquille et tu vas faire ton petit chemin et à un moment tu te trouveras et ça ira bien. Et elle m'a laissé tranquille. Et donc je lui ai fait des gros bisous et elle était super cool. Putain, mais on dirait trop une rom-com. T'as vu ça? Un petit rom-com film, d'amitié genre. de ouf. C'est clair. Ouais, non vraiment. Et puis elle aussi, on n'est pas restés proches en vrai, mais je lui fais des bisous. J'ai plein de shout-out aujourd'hui. Kevin, mon Mais meilleur. ces gens, ils t'ont jamais recontacté parce qu'en plus, maintenant, t'es visible. Donc je me dis, Ouais. genre Mehdi, ça doit lui arriver de tomber sur ta tête sur Internet et de se dire, ah, c'est Bilal. Peut-être. Peut-être mais, qu'il a pas Internet. Peut-être qu'il a pas Internet. Peut-être qu'il a que- oublié Justin Bieber. Voilà, ou peut-être tout simplement qu'ils osent pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis ouvert à les revoir et tout, parce que c'était des gens qui étaient super cool et qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours, ma quête de moi-même. Et donc, après cette fausse relation avec une fille, je me suis un petit peu plus mis d'accord avec moi-même sur le fait que j'étais gay et que c'était pas grave. Et voilà, quoi. Et après, je me suis fait virer parce que j'ai eu une relation avec un garçon. C'était il y a pas très longtemps. Alors, quand tu C'était, disais la manif pour tous, c'était quand? Enfin, le mariage pour tous, c'était il y a C'était 2-3 ans. 2013, je crois. C'était 2012-2013. Il me semble que c'était 2012, ouais. C'est un peu plus que je pensais. Ouais. Et Donc donc, voilà. t'es sorti Et avec toi- un garçon et tu t'es fait virer. Ouais. Donc ça, c'est un story time d'ailleurs que j'ai posté Oui. sur ma chaîne YouTube. C'était dans ce même établissement. Après, j'ai vécu une histoire avec un mec qui était hétéro, en couple avec une pote à moi en plus. Et donc, nous, c'était un petit peu accidentel, mais... Ouais, non, La c'est tête de n'importe femme, quoi. genre. Le truc, genre, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait... Ce garçon était en couple avec une pote à moi et on était dans un internat. Encore, moi j'ai fait que de l'internat au collège et donc l'internat le soir c'était que les garçons et que les filles dans un autre endroit quoi. Et donc on était devenus super proches et à un moment les choses ont un petit peu escaladé et on s'est fait des bisous. Et après ça s'est su parce que on est au collège donc évidemment voilà.
c'est l'ambiance, hein. Et on m'a un peu poussé vers la sortie du bahut. Très gentiment. Alors, ça veut dire quoi? On m'a chopé en cours quand je bavardais, je crois, un truc comme ça. On m'a dit, ouais, va dans le bureau du directeur, il veut te voir. Et il m'a dit, ouais, tu te comportes pas bien en cours, alors que j'avais genre 17 de moyenne et que ça se passait très bien pour moi. Et en gros, c'était un truc très chelou où tout le monde, genre toute l'équipe pédagogique était en train de dire que j'étais un très mauvais élève et que j'étais hyper distrait et que ça allait pas aller pour moi et tout. Et donc après, c'était boum, on te met un conseil de discipline pour la peine. Et j'étais là, pourquoi? J'ai jamais été collé. Genre, j'ai jamais eu de rapport ni rien. Et après, c'est ma mère qui débarque, qui comprend rien, qui pleure, et c'était pas du tout fun, hein. Moi j'ai raconté ça sur ma chaîne un petit peu avec un rapport humoristique, parce qu'avec du recul ça va, c'est grave, mais j'essaie de pas trop m'attarder sur le passé, mais c'était chelou, hein, quand même. Genre c'est un truc très bizarre, j'avais l'impression d'être dans un prank. J'attendais que les caméras débarquent et ils me disent mais c'était pour rire et tout, parce qu'ils étaient en train de me dire une liste de choses que j'avais fait, mais rien de tout ça était le truc avec le garçon. Mais on m'a viré pour bavardage, et donc dans mon dossier ça n'a aucun sens, donc c'est pour ça que ça n'a jamais affecté mon parcours scolaire après. C'était juste là en mode, c'était quoi ce collège où t'étais, parce que c'est super bizarre, parce qu'il doit faire une sorte de rapport dans mon dossier quand tu te fais virer, où il y a écrit le pourquoi, et le pourquoi c'était genre élève distrait. Non mais Si on virait tous les élèves distraits du collège. Mimi, tu sais. Alors, c'est pas mal chelou, hein. C'était très 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 étrange. En plus on me vire en avril, j'ai pas fait mon 3e trimestre, j'étais en 4e, et ouais, c'était plutôt chelou. et du coup, ta mère à ce moment-là, elle sait que. À ce moment-là, je lui dis, Ouais. parce que je lui en avais pas vraiment parlé depuis quand j'avais 6 ans, là, le truc avec le garçon. Mais donc là, je lui dis, parce que moi, je sais ce qui est en train de se passer, et ma mère, elle est dans l'incompréhension totale. Et donc, j'étais obligé de lui expliquer. Et donc, c'est comme ça que je lui ai dit. Donc, c'est pas très fun comme coming out. Genre, c'est un peu le truc un peu dark, parce que voilà, je suis plus dans le collège. Et donc, oui, je suis gay aussi. Et elle était, je pense, un peu déboussolée. Très légèrement, dans le sens où elle était un peu dépassée par les événements. Il y avait un gros truc qui venait de se passer. Je m'étais fait têche de mon collège, je savais pas où est-ce qu'elle allait me mettre à l'école, et en plus je lui disais que j'étais gay, et elle le savait depuis que j'étais tout petit, et là d'un seul coup je lui dis que je pense que c'est pour ça que je suis plus à l'école. Donc elle était un peu perturbée. Elle m'a dit va faire la vaisselle, et elle est restée un peu toute seule, genre 30 minutes, et après elle est venue me voir, et elle m'a un peu elle m'a rassuré, elle m'a dit tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et depuis, il n'y a jamais eu de. Il n'y avait pas de larmes ni rien, c'était très chill. Elle t'appelle, quoi. Ouais, elle m'appelle pour les avis de passage Colissimo. Et ton père, il est pas dans le décor? Alors, mon papa et ma maman sont séparés quand j'avais 3 ans. Et mon père habite à Singapour, très très loin. Je le vois souvent. Je peux vous faire une petite info, genre que je dis pas tout le temps, mais l'une des premières choses après va faire la vaisselle que ma mère m'a dit quand je lui ai fait mon coming out, c'est le dis pas à ton père. Parce que mon père est religieux, et donc on n'est pas dans le même contexte. Il est musulman, il est pratiquant et tout et tout. Et donc ma mère, pour me protéger, elle avait peur elle savait pas comment il allait réagir, mais elle se disait genre juste fais gaffe, genre, et ne lui dis pas tout de suite. J'avais 14 ans. Il me dit t'es jeune, il va certainement dire que tu dis n'importe quoi et tout et tout. Et j'ai pas écouté ma mère. Je l'ai quand même dit à mon père 6 mois après, genre sur Facebook, parce que je suis un lâche, donc je l'ai envoyé par message écrit parce que je n'osais pas l'avoir au téléphone. Et c'était pas le monde des bisounours au début, et finalement ça allait. C'est juste qu'il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation. Je trouve ça un peu chelou. J'accepte pas les gens qui ont besoin d'un temps d'adaptation pour un truc aussi con que ça. Mais il n'est pas de la même génération que moi. Il y a tout le contexte de la religion que je respecte complètement. Et donc finalement, ça lui a pris genre 3 semaines. Après, il m'a dit c'est bon, tu fais ta vie, je m'en fiche. Donc voilà. Et on est en très bons termes et tout se passe bien, quoi. Bah tant mieux. Ouais, c'est plutôt cool. J'ai des bons rapports avec mes parents. C'est très rare. Quand tu fais ton coming out, ça se passe pas toujours super bien, et moi j'ai eu la chance d'avoir une expérience chelou
mais bonne. Donc ça va. Et à part, du coup, à part ce garçon hétéro, mais ouvert à des expériences et qui sort avec ta pote et qui, lui, ne s'est pas fait virer du collège en plus. Absolument pas. Ah bah oui. Non, lui, ça va. Hein. Lui, il est hétéro, donc ça va. Tout va Il est bien. pas dissipé. Il est pas distrait, lui. C'était quoi tes relations avec les autres mecs ? Ah, bah écoute, je t'avoue que le premier rapport avec un garçon que j'ai eu, c'était cette expérience-là. Et donc, ça m'a un peu fissuré. Genre, j'étais un petit peu pas trop enthousiaste à l'idée de partir sur de nouvelles aventures avec des garçons. Parce que je me disais que ça allait toujours être un truc un peu comme ça, genre caché, galère et tout et tout. Et j'ai pas eu trop de chance au début. J'ai eu des expériences qui ont duré très peu de temps parce que c'était toujours un peu vu que j'étais jeune, on était jeunes et moi j'étais genre plus open que le mec en question à chaque fois et donc ça devenait très vite chiant, genre on peut pas en parler, ça doit être secret, nanana, et donc ça aboutissait un peu à rien parce que quand t'as 16 ans et que t'es gay, généralement c'est pas on se tient pas la main dans la cour du lycée, quoi. Donc c'est pour ça que c'était pas très fun. Mais j'espérais un peu que ça ait changé depuis mes années au lycée, mais pas encore. Non, toujours pas. T'étais où ? T'as fait ta scolarité dans quel coin ? Donc j'ai fait mon collège en banlieue. C'était un collège catho. Donc c'est où je me suis fait virer. Ça se tient. Ça se tient. Je voulais pas juger, moi. Je ne juge pas, mais je suis pas tombée de ma chaise. Je voulais être neutre. mais pour... Quand même, faut le dire. Après, j'ai fait mon lycée dans un lycée catho. Et j'étais out. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, voilà. Ça arrive que ça se passe bien. Hein. Il y a des établissements. Donc, j'étais dans le 16e au lycée. Parce que je faisais de la comédie musicale dans une école à côté. Donc, j'étais un peu en mode sport-études, mais genre musique-études. Sport-études. Comédie musicale-études. Comédie musicale-études. Donc, le matin, la j'allais en cours. vie. Ah, mais vraiment, je kiffais ma life. Genre. Donc, c'était un peu ça ma vie. Non, mes années lycée étaient plutôt cool. Donc, ouais. Et est-ce que t'as eu des relations cool avec des mecs après ? Là, actuellement, je suis en couple. Bravo. Oui. Merci. Et ça se passe très bien. Et c'est la première fois que ça se passe très très bien. Parce qu'avant, il y a toujours eu un petit peu des complications. Et puis, c'est comme si, en fait, dans la culture gay, un peu, on nous apprend à être attiré par des mecs hyper masculins, virils et tout. C'est un fait. Et les mecs un peu plus femmes et tout, bah, ils sont pas trop... genre moi, bah, on n'est pas... les frontrunners des relations homo, quoi. Et donc, c'est un peu inconscient, mais on veut un mec un petit peu qui ressemble au moule de l'homme viril, quoi. Et j'ai beaucoup cherché ça pendant, genre, quelques années après le mec hétéro du collège. Et je me suis retrouvé dans des galères. Et après, j'ai arrêté de chercher et j'ai trouvé. Très naturellement, quoi. Oui. On avait un autre invité du Boys Club qui s'appelle William Régeau qui nous avait parlé des pressions dans la drague gay, comme tu dis, d'un modèle de virilité qui est assez fermé finalement et assez imposé. Comment t'as vécu toi du coup le fait de... Alors t'as ton coming out perso, mais ta place dans la communauté et le fait que voilà tu portes des perruques, t'es pas l'image de la virilité telle qu'on la conçoit. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Moi, c'est le truc qui m'attriste toujours le plus quand il y a genre des conflits dans la communauté parce qu'on est déjà assez persécuté et je trouve qu'on pourrait s'en sortir mieux si on était plus soudés. Et moi, ça me brise le cœur quand il y a des mecs gays qui vont dire « tu fais honte aux gays », genre. Parce que t'es féminin, parce que tu portes des perruques, parce que ceci, cela. C'est comme si, en gros, ils se forçaient un petit peu à rentrer dans le moule qui a été... qui est imposé par la société aujourd'hui et qu'il faut absolument respecter ça. Et donc, c'est pas toujours très jovial, quoi. Moi, j'ai appris ça... C'est des messages que tu reçois, donc. C'est des messages, des commentaires, et ça, c'est plus maintenant, mais même avant que je porte des perruques, y a beaucoup de problèmes dans la communauté. Chez les gays, je sais pas comment ça se passe pour les filles,
Mais je sais que les mecs, c'est un truc particulier. Genre, j'ai appris ça au début dans les sites de rencontres, enfin les applis, quoi. Ce qui est Tinder, Grindr, Hornet et tout. Parce que j'ai fait ma petite aventure là-bas. Et il y a beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination. Genre, le fait que tu sois arabe, des fois, ça passe pas. Je sais que les plus touchés, c'est les mecs noirs et les asiates. Aussi, les asiatiques qui sont genre... je sais pas, il y a des fois des descriptions de comptes de mecs qui sont genre baraques et qui disent genre... pas d'asiate, pas de black, et trucs comme ça et tout. Genre, et je trouve ça un peu désolant. Et aussi, no femme. C'est genre un truc que je vois souvent, genre pas de mec efféminé. Genre on veut être que entre virils et tout. Et j'ai toujours trouvé ça un peu... Mais c'est triste, en fait, c'est bête, parce que déjà, c'est se fermer des portes, parce que ça fait moins de choix. Et non, mais c'est vrai. Et puis c'est bête d'être fermé d'esprit quand on est déjà... c'est bête d'être soi-même... en fait, d'avoir d'avoir une identité qu'il y a des gens qui critiquent parce qu'elle correspond pas à des standards débiles de la société et dans cette identité refaire des standards débiles. C'est ça, c'est super bête. C'est genre donner raison à ce que la société nous a appris un petit peu. Moi, ça me désole et je me dis genre vraiment, je pense que si on se soutenait beaucoup plus dans la communauté LGBT, ça irait peut-être un peu plus vite. En fait, je sais pas si je pourrais dire ça vraiment non plus parce que on reste oppressé et ça bouge pas. Il y a plein de trucs qui avancent, mais il y a plein de trucs qui sont encore à régler. Donc même, mis à part de l'avancement que ça pourrait donner à la communauté dans la société, je pense que juste on devrait se kiffer plus parce que ce serait plus joyeux, quoi. Et la joie, on aime bien. Et la joie, on kiffe. Est-ce que tu penses que... Enfin, j'imagine que du coup, il doit y avoir le miroir des gars qui te disent tu fais honte à la communauté. Il y a certainement des gars qui te ressemblent et qui doivent t'envoyer du love et être contents de pouvoir avoir toi comme modèle. Ouais, moi je trouve ça un peu chelou parce que c'est bizarre d'être le modèle de quelqu'un et même de quelques-uns. Et ouais, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de soutien de garçons et de filles aussi qui me disent merci d'être là et de t'assumer à fond parce que en fait ma personne est un fuck un peu à tous les codes en gros et je le fais même pas en me forçant, c'est-à-dire que c'est pas un personnage ni rien, c'est juste moi. Ça se sent que tu te forces pas. Ouais. Genre c'est juste je suis né j'étais un doigt d'honneur en fait à la société. J'étais comme ça. Un walking doigt d'honneur. J'imagine ta maman qui écoute ça. Salut genre. Non mais parce que vous avez pas vu du coup, mais il y a eu un mime d'un doigt d'honneur qui naît, c'était merveilleux. Mais c'est un peu le mood en fait, et je sais que ça fait du bien à certaines personnes parce que je suis là et je leur montre que c'est possible d'exister dans la société comme je suis, c'est-à-dire différent, d'être un mec qui brise tous les codes de genre qui me sont attitrés. Et voilà, et je kiffe porter des jupes et des perruques et des trucs et tout ce que je veux, je fais ce que je veux et en même temps je l'assume et je mets toujours en avant le fait que je suis joyeux et que ma vie ça va. Parce que c'est le truc qui fait le plus chier aux oppresseurs un peu, et c'est le truc qui fait le plus plaisir aux personnes qui sont justement oppressées et qui peuvent pas s'exprimer comme moi je peux. Parce que je sais que j'ai un privilège de ouf, je suis accepté dans ma famille, malgré tout on est en France et ça se passe mieux que dans certains autres pays, même s'il y a beaucoup de trucs à régler ici, mais je me sens plutôt safe dans ce que je fais pour me montrer sur les réseaux comme je le suis, et il y en a qui peuvent pas, et quand je reçois des messages en mode merci d'être là parce que je vis un peu à travers ta chaîne YouTube et tes photos et tes trucs, et ça me touche énormément. C'est beaucoup de responsabilités mais ça me fait trop plaisir. Tu le vis comment justement, parce que t'es tout jeune? Oui, j'ai 19 ans. Piges. C'est ça. Comment tu vis toi? Enfin, je sais pas, en fait, je suis en train de me dire, c'est quoi le chemin qui t'a amené à te dire à un moment donné, ok, je vais commencer à me mettre sur les réseaux, jusqu'à aujourd'hui recevoir ces messages où t'as des gens qui te disent, t'es un rôle modèle pour moi. Moi, j'ai pas vu le truc arriver, en fait.
J'étais pas trop préparé pour ça. Moi, à la base, je suis chanteur. Je suis un auteur, compositeur, interprète. Donc, non, mais j'adore dire ça. Je trouve ça trop stylé. Parce que j'écris mes chansons et je les compose. Mais c'est ce que t'es, donc voilà, c'est tout. Ouais, voilà, mais je kiffe dire ça. Mais donc, j'ai fait une formation au conservatoire, puis dans une école de comédie musicale. Et de ça a débouché à un casting sur The Voice Kids. Donc, j'ai fait The Voice Kids il y a 5 ans, quand j'avais 14 ans. Et j'étais tout petit et tout content. Et déjà à cette époque-là, j'étais déjà bien affirmé dans ma sexualité et je savais très bien qui j'étais. Je portais pas encore des perruques parce que j'assumais, mais pas à 100%. J'étais à un bon 40%. Mais mon statement à The Voice Kids, justement, c'était de chanter Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst en audition à l'aveugle. Qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la gagnante de l'Eurovision de cette année-là, qui est une drag queen avec une barbe que je kiffe de ouf et que j'avais tellement admirée. Et donc, je m'étais dit, je veux faire ça. Au début, c'était un peu pas trop chaud. Et après, j'ai fait, si, je vais faire ça. Et j'ai fait, bon, d'accord. Et donc, déjà, à cette époque-là, j'étais bien assumé. Donc, t'as assumé ça à la prod. Enfin, t'as imposé ça à la prod quelque part. J'ai imposé la chanson. Faut exposer aux gens, faut expliquer peut-être aux gens que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'ils ont tendance à te guider aussi en tant que candidat, quoi. Ouais, ils guident de ouf. Et même, on a une liste et tout avec des chansons. Et généralement, tu choisis dans cette liste-là et puis c'est tout. Et moi, je suis venu avec ma proposition et ils ont un orchestre. The Voice, c'est ça l'avantage. C'est pour ça que je kiffe cette émission. J'ai kiffé mon expérience là-bas quand même. Il y a un vrai orchestre et donc ils peuvent apprendre, tout simplement. J'aurais dit, vous allez apprendre Rise Like a Phoenix et ça va être cool. Mais comment t'as cette assurance-là à 14 ans? Je comprends pas, moi. À 14 ans, je parlais à personne et je rasais les murs. En vrai, à la base, je suis très timide, mais des fois, j'ai des petits boosts de vas-y, fais-le parce que peut-être que tu vas regretter si tu le fais pas à fond. C'est un peu ça. Et ça faisait partie de ces petits boosts-là que j'avais eu. Et ma mère aussi, qui était derrière et elle a fait un peu de forcing avec moi aussi, parce qu'elle est super cool. C'est quoi le mode d'emploi? Je pense à tous les gamins et les gamines qui ont 14 ans peut-être et qui écoutent The Boys Club et qui disent comment il fait Comment tu fais à 14 ans pour t'as des producteurs, 19, hein. T'as la télé, enfin tu vois, il y a un truc où t'as toute cette pression de plein de gens autour de toi qui viennent te dire à un moment donné c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et toi tu fais nope. En fait, c'est peut-être parce que j'ai toujours été habitué à être un peu mis à l'écart. Et on m'a toujours dit que ce que je faisais, c'était pas normal, que c'était pas bien, que je devais pas faire ça comme ça. Et quand je vois une opportunité comme celle d'une grosse émission télé comme The Voice, et que je me dis genre, là c'est bon, c'est mon big break, je peux faire un truc de ouf, est-ce que je vais le faire encore à moitié et en n'osant pas trop et en étant un peu genre comme ça, oh bon d'accord, j'accepte ce que vous me dites et tout. Non, je vais pas le faire comme ça. Faut que j'y aille à fond. Et donc des fois c'est vraiment dans mon cerveau, ça me dit vas-y, c'est bon, tu t'en fiches. Au pire ils diront non, au pire ils diront c'est mort et c'est pas grave. Et donc j'y vais et je fais ouais, je vais faire ça. Après ils disent qu'ils sont pas sûrs. Après je leur chante le truc. Après ils disent j'avoue c'est pas mal. Et puis finalement ça reste. Et depuis j'essaie toujours de faire ça, surtout dans le domaine de l'artistique, dans ce que je fais moi, dans la musique, dans mes vidéos sur YouTube. Je veux faire vraiment le truc que je kiffe à 1000% ou je le fais pas, parce que sinon c'est pas drôle et c'est mon kiff à moi perso, donc j'ai pas envie de le faire pour quelqu'un, pour une prod, je sais pas quoi. Donc même ma tenue de mon audition à l'aveugle, je l'avais pas kiffé parce que c'est des stylistes qui nous habillent. J'avais fait moi je change ma tenue, et j'ai changé ma tenue et j'étais habillé autrement. Moi j'avais une petite chemise mais c'est juste j'aimais pas le nœud de pape. Donc voilà, j'avais fait 100. Mais ouais, c'est des petits boosts comme ça. Je sais pas trop les expliquer, mais c'est des fois, je prends ma vie entre mes mains et je veux contrôler mon destin et c'est ce que je fais depuis, quoi. Donc voilà, j'ai fait... Alors pour revenir à ma question initiale qui était... Comment tu t'en sors aujourd'hui pour tu disais que tu l'avais pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Donc parce que j'étais en train de t'expliquer que voilà, il y a eu The Voice Kids et après j'ai mes potes qui m'ont dit t'es drôle, fais des vidéos sur YouTube, et donc j'ai fait des vidéos sur YouTube je crois 1 an après la diffusion. On était en octobre 2016 et j'ai commencé à faire une chaîne YouTube en 50-50 musique et lifestyle. Et j'ai vu les gens arriver petit à petit, et des gens m'envoyaient des messages de soutien et j'étais un peu en fait, c'est venu vraiment tranquillement. Il n'y a pas eu d'explosion avant cet été, en fait. Donc, au début, j'ai quand même build une base d'une communauté d'abonnés, de gens qui me suivent, qui étaient vraiment à fond derrière moi.
Et donc ça, c'était plutôt simple à gérer parce que je le voyais venir tellement tranquillement que ça faisait pas la vague de oh merci Bilal et tout genre parce qu'au début j'étais tranquille, c'était genre ouais merci, j'étais là ouais et tout, donc on se voyait, même j'organisais des sortes de meet-up et tout tranquille avec les abonnés où on allait se voir dans la street et tout, on prenait des pique-niques et on parlait et c'était un rapport plus direct. Mais en fait c'est quand j'ai commencé à porter des perruques que tout a changé en fait. Donc c'était cette année là, c'était en mai. Et c'était un autre coup de fuck you à la société que j'ai fait. J'ai rêvé la nuit d'un clip d'une chanson à moi où j'avais les cheveux longs. Et donc j'ai fait, j'aurai les cheveux longs dans le clip. Et après avoir fait le clip, je me suis dit, j'aime bien les cheveux longs tout le temps. Donc maintenant, je vais porter des perruques. Donc là, j'en porte pas là tout de suite maintenant. Mais j'en porte très souvent. Et j'ai commencé à en porter sur YouTube. Et là, il y a eu une grosse vague de soutien qui arrivait d'un coup. Comment je la gère ? Je la gère, c'est tout. Genre, moi, c'est mon kiff de ouf. Ça me fait trop, trop, trop plaisir parce qu'en fait, je me vois, moi, plus jeune. Et je me dis, j'aurais kiffé de ouf avoir genre quelqu'un que je pouvais regarder genre sur YouTube ou genre, sur YouTube, sur les réseaux, un truc plus à proximité, quoi. Quelqu'un de proche. Mais j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me ressemble comme ça, qui aurait pu me dire que, regarde... moi ça va, donc toi ça ira. Et donc moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant. C'est hyper important pour moi de le faire à fond, et même si des fois ça peut être un peu c'est beaucoup, je suis jeune, donc je sais pas si je fais les choses bien. Des fois je fais très attention, je sais pas, j'essaie de faire les choses bien, et donc c'est un peu stressant des fois, mais ça se passe bien. Globalement moi je suis content, donc ouais, je réfléchis pas trop à tout ça en vrai. Tu vis ta meilleure vie. C'est ça. Tranquillement. Mais t'as pourtant l'air d'y réfléchir aussi, c'est-à-dire que c'est pas... Je comprends quand tu dis je réfléchis pas trop, que t'as un aspect un peu spontané dans la démarche, mais t'as l'air quand même d'avoir beaucoup de recul sur le truc. En fait, il y a... 19 ans. Non, c'est du recul, oui, peut-être. En fait, c'est... comment dire, j'essaie d'être le plus naturel possible, le plus spontané possible, mais en même temps, je veux laisser une marque et faire passer un message, mais je veux pas le faire passer en fait je vais vous dire le petit secret, Ouais. parce que on le dit à personne, hein. Non. Mais moi mon but, mon objectif dans la vie, c'est de pouvoir m'insérer très gentiment dans le mainstream et de faire tout exploser de l'intérieur en fait. Wow. Voilà. C'est le but. Donc je fais les choses en kiffant, et des fois si j'y vais genre par grade, genre j'y vais petit à petit, c'est volontairement pour pouvoir bousculer, mais pas au point d'être têche complètement de la sphère, parce que ça arrive hyper souvent et je trouve ça trop dommage. Donc des fois c'est un peu un travail sur moi-même que je fais, qui est un peu relou, mais je le fais quand même parce que je sais que quand je serai genre bien dedans, si ça se passe bien et que ça continue comme c'est là, et après j'aurai une voix plus forte et je pourrais laisser passer un message plus grand, quoi. Voilà. J'ai hâte que tu fasses tout péter Trop de l'intérieur. Coup d'état. Peut-être pour tes 20 ans, comme ça c'est fait, et puis Comme ça c'est fait. tu peux faire autre chose après de ta vie. Je pars à la retraite. Moi, je suis sûr que c'est un Illuminati en vrai. Ouais. C'est exactement ça. Je J'ai un travaille. t-shirt Beyoncé, il y avait un indice. Hein. J'étais au café avec elle juste tout à l'heure. On parlait d'un plan d'attaque reptilien. Tu parlais du fait que t'es content que des gens puissent avoir sur YouTube un modèle tel que toi, parce que toi t'aurais bien aimé en avoir un. Et justement j'allais te demander, donc t'as parlé de tes icônes en grandissant, donc les pop stars, Conchita Wurst. C'est qui tes icônes maintenant? Mes icônes maintenant? Ouais. Y en a plein qui sont déjà là depuis que je suis tout petit et qui sont toujours mes icônes, comme Beyoncé, comme vu sur mon t-shirt, que j'aime parce que c'est beau ce qu'elle fait. Et j'aime bien l'éthique de travail. Je trouve qu'elle taffe tellement beaucoup pour faire un vrai truc trop stylé tout le temps, et c'est hyper qualitatif. Donc je suis très fan. Moi j'adore ça. J'aime la bonne pop, j'aime le bon show. Donc tout ce qui est Beyoncé, Gaga, toutes ces pop divas un peu des années 2000, je les aime énormément et c'est un peu mes icônes. Maintenant, il y a des gens plus jeunes, plus actuels, plus d'aujourd'hui que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Comme ils sont pas hyper connus, mais Kim Petras,
Je sais pas si vous voyez qui c'est. Kim Petras, c'est une jeune femme trans qui est une pop star trop cool et qui fait de la trop bonne musique. Et elle est super jeune. Je pense qu'elle a genre 20, 21 ans, un truc comme ça. Elle est magnifique et je la kiffe parce que elle laisse passer un message de ouf et je suis très fan. Voilà. Donc Kim, je t'aime. On l'embrasse aussi. On lui fait des bisous. Cool. Je pense qu'on a une bonne base d'interview. On a bien parlé. Oui. Cool. Du coup, j'ai 2 dernières questions pour toi. Yes. Je t'ai envoyé par texto pour pas que tu sois trop choqué. Donc la première question, c'est comment va ta bite ? Parce que finalement, on a peu parlé de sexualité. Non, c'est vrai. Si tu veux, on peut en parler, hein, y a pas de souci. Mais oui, moi ça va. Ça va très bien. Ok. What more can I say? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Non, du coup, niveau rapport au corps, rapport à ta sexualité et tout, est-ce que c'est cool ? Est-ce que ça a toujours été cool ? Est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués ? Il y a eu des moments plus compliqués parce que moi je suis... je suis maigre, entre guillemets, et j'ai pas eu... en fait, quand t'es gay... Et quand tu fais partie de la communauté LGBT, il faut savoir que quand t'es jeune, au collège et tout, au lycée, généralement, t'as pas vraiment le même parcours que tous les autres jeunes cis hétéros. Genre, il n'y a pas les petites amourettes, les trucs comme ça, les premières fois un peu trop cool. Même si c'est un peu merdique, ça reste quand même le même parcours pour tout le monde. Et donc, le rapport à la sexualité se fait un petit peu dans le même... ordre pour tous ces gens-là, et quand c'est pour nous, les personnes de la communauté LGBT, ça va plus, c'est différent. Des fois, c'est hyper rushed et ça va trop vite, et donc après, t'es un petit peu déboussolé, ça peut être traumatisant, et des fois, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver. Et moi, ça a pris du temps. Je suis toujours hyper jeune, mais voilà, mon rapport au corps et à la sexualité, il n'est pas mauvais. J'ai pas eu de traumatisme, heureusement. Et je prends mon temps, quoi, et ça se passe très bien. Je suis très heureux et très satisfait. Et épanoui. Cool. Yes. Très contente pour toi. Merci. T'as l'air de passer un excellent moment, Fabrice. T'as l'air fasciné. Cool. Oui. Et du coup, ma dernière question. Ouais. Est-ce que tu y as beaucoup réfléchi ou pas depuis que je te l'ai envoyé ? J'ai essayé, mais après, non, en fait. Ok. Parce que je voulais pas... Tu voulais la spontanéité, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un mec réel ou fictif qui, pour toi, représente un exemple de masculinité positive ? Let me think. Je peux dire fictif aussi. Tu peux en dire plusieurs si t'arrives pas à choisir. Je peux en dire plusieurs. Je pense à des mecs comme, donc dans des gens qui sont très réels, David Bowie, Mick Jagger, Michael Jackson et Prince, que j'aime beaucoup, parce que eux, ils étaient très mainstream, très pop et très acceptés et tout, mais en fait, ils assumaient vraiment un côté très anti-code chez l'homme. Et moi, j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup parlé des divas, Beyoncé et tout, mais c'était un peu eux mes icônes gays, quoi, parce que j'étais un peu en mode eux ils sont trop cool et tout le monde les kiffe, et ils portent des talons, et il y a du make-up, et il y a des perruques des fois et tout, et donc eux je les aime bien, et je pense même que c'est suffisant. Je vais pas dire d'autres gens. Eux, ils étaient très très cool, surtout Bowie qu'on aime, RIP. Oui, on l'embrasse aussi. Merci beaucoup, Bilal. Merci. C'était top. C'était trop bien. Oui. J'ai trop kiffé. Je pense que les gens ont kiffé aussi. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux dire, que peut-être on n'a pas abordé, ou que tu veux dire aux auditeurs et auditrices ? Non, pas particulièrement. Juste aimez-vous, et vous êtes tous très très beaux et très belles. Et voilà. Et je vous aime fort. Et yes. Voilà. Yes. Je crois que je vais faire des podcasts, j'aime trop, j'ai ma meilleure vie. Oui, fais des podcasts, c'est trop bien. C'est trop bien. Le podcast de Bilal Hassani, perso, je m'abonne. Sérieux ? Direct, ouais. Direct. Okay. Tu racontes ce que tu veux, tu parles de quand tu fais les courses et tout, je m'en fous, je suis là. Ok. Je vais grave le faire. C'était trop cool. Merci beaucoup, Bilal. Merci, Bilal. Fab. Merci à vous. Bisous. Merci.
Merci à toi surtout d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi à The Boys Club pour ne pas rater les prochains. Si tu es sur YouTube, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi tes réactions et tes questions dans les commentaires. Si tu es sur une application de podcast, tu peux noter The Boys Club par exemple sur iTunes en mettant au hasard 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Comme ça va booster le référencement. Plein de gens auront The Boys Club dans leurs suggestions et la vie sera plus douce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité mystère et en attendant, je te fais des bisous. Salut!